Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, la responsable du programme Nord-Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Une semaine après la victoire de Trump, c'est ce dont nous voudrions parler aujourd'hui, les choses commencent à se mettre drôlement en place. L'administration Trump 2 se révèle très active et, on doit le dire, très efficace, avec de nombreuses annonces de nominations pour les postes les plus importants. Alors, la nouvelle du jour, ce mercredi 13 novembre, c'est évidemment la désignation d'Elon Musk à un département, un ministère de l'efficacité gouvernementale. Il sera chargé d'alléger la bureaucratie américaine, mais à part ce personnage qui fait la une des gazettes, les autres choix de Trump sont moins familiers. Or, comme ce sont des noms que nous allons entendre souvent dans les mois qui viennent, il faut s'y arrêter un instant si vous le voulez bien. Alors pourriez-vous nous dire de quelle personnalité il s'agit, quelle est leur expérience, leur couleur idéologique et leurs intentions en termes d'action publique ? Eh bien Romain, il reste beaucoup à analyser sur cette élection. Je voudrais bien revenir aux raisons de la défaite de Kamala Harris, revenir aussi sur les raisons de la victoire de Trump, qui signale, à mon avis, une refonte de l'électorat et du paysage politique américain très important. On poursuivra tout ça, mais vous avez raison, c'est pas le sujet qu'il faut traiter aujourd'hui. C'est plutôt cette efficacité peut-être inattendue de la transition organisée par Trump et ce qu'elle dit à ce stade de la vision et des projets concrets du président élu Donald Trump. Oui, Laurence. Rentrons dans le vif du sujet et commençons par le premier cercle. Quels vont être les plus proches conseillers de Trump à la Maison-Blanche ? On a déjà deux noms les plus importants. La directrice de cabinet à la Maison-Blanche, ce sera Susie Wiles, et le directeur de cabinet adjoint, ce sera Stephen Miller. On le sait puisque Trump l'a annoncé et que ce sont des postes qui ne sont pas soumis à la confirmation du Sénat. Donc, on est vraiment sûr que ce seront ces deux personnes. Susie Wiles est une consultante politique depuis les années 80. Elle est basée en Floride. Elle a joué un rôle absolument central dans la campagne de Trump en 2024. Elle est très pro et il faut reconnaître qu'elle fait assez peu parler d'elle en général. Stephen Miller, quant à lui, on le connaît, c'est un nationaliste xénophobe totalement assumé. C'est lui qui avait rédigé le discours d'investiture de Trump en janvier 2017, ce discours dans lequel le nouveau président dénonçait le carnage de l'Amérique. On a donc un mix de professionnalisme et d'idéologie directement autour de Trump. Ça promet une certaine efficacité. Oui, mais c'est pas un jugement de valeur, ça sera une certaine efficacité dans la transmission de l'idéologie trumpienne. Tout à fait. Mais sur la politique étrangère, il me semble que beaucoup de personnes sont déjà évoquées, choisies ou nommées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, quasiment tous les postes liés à la politique étrangère et à la sécurité du pays ont déjà un nom plus ou moins soumis à confirmation du Sénat. Jugez plutôt. Le conseiller pour la sécurité nationale, donc non soumis à confirmation parce que c'est un poste de la Maison-Blanche, ce sera Mike Waltz, un élu de Floride à la Chambre des représentants, ancien des forces spéciales américaines, un béret vert. Secrétaire d'État, poste à confirmer donc au Sénat, ce serait Marco Rubio, sénateur de Floride. Le secrétaire à la Défense, ce serait Pete Hegseth, un vétéran qui a été animateur sur Fox News. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, déjà à la CIA sous le premier mandat de Trump. Et je termine avec l'ambassadrice auprès de l'ONU, Elise Stefanik, représentante de l'État de New York. Ce sont tous des loyalistes autour de Donald Trump. Oui, et pour 3 d'entre eux, je voudrais juste pointer quelque chose, c'est que pour 3 d'entre eux, la directrice de cabinet, le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire d'État, excusez du peu, ce sont tous des gens qui sont ancrés en Floride, élus ou pas. Et je crois que c'est important de pointer l'importance de la Floride, qui est devenue véritablement la base arrière de Trump, et là où il a construit son comeback entouré de cette garde rapprochée. Mais revenons à cette liste de noms que vous nous avez déballée, Laurence. Qu'est-ce qu'il dessine en termes de politique étrangère ? C'est complexe, tout comme la politique étrangère de Trump, jacksonienne, est complexe, puisqu'il y a d'un côté une envie de se retirer des affaires du monde et de l'autre une certaine agressivité sur certains dossiers, notamment le dossier israélien. Et quand vous dites politique jacksonienne, Laurence, c'est une référence au président Andrew Jackson qui était président dans les années 1830, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, si on prend les personnes que j'ai citées une par une, ou quand on cherche à voir ce que ça donne, il y a d'abord un énorme angle anti-chinois avec Mike Waltz, le conseiller donc pour la sécurité nationale, qui est vraiment sur la ligne de Elbridge Colby. Elbridge Colby, c'est ce responsable qui défend une politique étrangère
totalement organisé sur l'idée de contrer la menace chinoise et donc il faudrait que les États-Unis se retirent de toutes les autres régions du monde. Marco Rubio est un petit peu sur cette ligne aussi, anti-chinoise, mais il se méfie aussi beaucoup de l'Iran et du Venezuela. Alors attention sur Marco Rubio parce que traditionnellement, il est connu pour avoir défendu une puissance américaine très active dans le monde, ce qui n'est pas complètement la ligne trumpiste. Pareil pour Pete Hegseth. Alors, Hegseth, ça ne s'écrit pas comme un excès, ça s'écrit Hegseth. Oui, ce qui est un petit peu compliqué à prononcer. Je vous le fais pas dire. On verra quand il sera secrétaire à la Défense, on devra s'habituer. Lui, pour le coup, veut aussi une armée extrêmement forte, capable de frapper partout dans le monde. Alors là, on est sur le versant agressif du jacksonisme trumpien. Quant à Elise Stephanie, qui deviendra donc peut-être ambassadrice auprès de l'ONU si elle est confirmée par le Sénat, elle est sur l'autre versant du jacksonisme, puisque elle est extrêmement critique du système des institutions internationales, l'ONU au premier chef, donc si elle est ambassadrice auprès de l'ONU, ça va avoir des conséquences. Elle est également fortement pro-Israël, pro-Likoud, de même que, alors là je vous ajoute un nom qui est sorti ce matin, Mike Huckabee, qui serait nommé pour être ambassadeur en Israël. Là aussi, il faut une confirmation du Sénat. Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas, serait le premier ambassadeur américain en Israël, baptiste et non juif. Comme vous le savez, les baptistes font partie de ce courant évangélique extrêmement sioniste derrière Trump. Je vous donne un exemple de ses positions sur la question d'Israël. Il pense que la Cisjordanie a vocation à devenir totalement israélienne. Oui, il a déclaré « There's no such thing as a West Bank, there's only Judea Samarie ». Donc on voit bien effectivement de quel bord Mike Huckabee est et ce que ça veut dire pour la politique israélienne des États-Unis. Mais pour en finir avec la politique étrangère, on sait que Trump va être très agressif envers la Chine, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse au premier chef, envers l'Union européenne. Il a annoncé une hausse des tarifs douaniers. Qui va être en charge des questions commerciales ? Eh bien là, on ne sait pas encore. On parle de Robert Lighthizer, qui était déjà USTR, c'est-à-dire chargé des questions commerciales pendant le premier mandat de Trump et qui pourrait peut-être être renommé à ce même poste. Dans tous les cas, on peut s'attendre à une guerre tarifaire entre les États-Unis et l'Union européenne. Il faut peut-être s'attendre également à une attaque contre les normes européennes sur le numérique. Les grands géants de la tech autour de Trump pourraient manœuvrer pour que Trump exige de l'Union européenne une abrogation, alors peut-être du RGPD, mais surtout du DSA et du DMA. Vous savez, ces grands règlements européens sur les contenus en ligne, sur le commerce en ligne, voire une abrogation du règlement sur l'intelligence artificielle et peut-être même de la taxe française sur le numérique. Oui, on se souvient d'ailleurs qu'il y avait eu des passes d'armes assez chaudes entre Elon Musk et Thierry Breton, à l'époque en charge de ces affaires à l'Union européenne. Mais passons maintenant au thème phare de la campagne de Trump, qui était quand même l'immigration. Qui est-ce qu'on voit à ces postes-là ? On peut déjà indiquer le nom de Kristi Noem, qui était jusqu'à présent la gouverneure du Dakota du Sud et qui vient d'être désignée au poste de secrétaire pour la sécurité intérieure, le Homeland Security. Mais il faut surtout parler de Tom Homan, que Trump a nommé, et là il n'y a pas de confirmation, Border Czar, c'est-à-dire le tsar en charge des questions de frontières. Tom Homan est l'ancien directeur de ICE, la police des frontières, Immigration and Customs Enforcement. Ce lundi, 11 novembre, il a promis beaucoup plus d'expulsions que pendant le premier mandat de Trump, a hell of a lot more deportations. Donc on peut s'attendre à une politique très ferme, comme Trump le promet d'ailleurs depuis des mois. Nous voilà prévenus, et sur un domaine qui nous concerne tous, qui est l'environnement, qu'est-ce qu'on peut entrevoir ? Mais là aussi, une politique très ferme, comme Trump l'a promis. L'administrateur de l'EPA, la Environment Protection Agency, agence de protection de l'environnement, serait Lee Zeldin, un Trumpiste élu de Long Island. Lui, s'il est confirmé, aura pour mission d'abroger toutes les régulations de l'ère Biden sur la protection de l'environnement, notamment celles sur la pollution générée par les usines électriques et les pots d'échappement des voitures. Il sera aussi chargé d'orchestrer un second retrait américain des accords de Paris sur le climat.
Nous voilà prévenus bis, mais revenons à the elephant in the room, si je puis m'exprimer ainsi, à Elon Musk. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa nomination, Laurence ? Ce que je peux vous dire, c'est que je suis surprise qu'il accepte un poste gouvernemental lourd. Je le voyais plutôt czar sur ce sujet, ce qui lui permettrait de continuer à gérer ces nombreuses et géniales entreprises, il faut bien le dire. Mais il sera aidé dans cette tâche donc de secrétaire à l'efficacité gouvernementale par un bras droit, Vivek Ramaswamy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, Romain. Non, pas du tout. Vous devriez, c'est un entrepreneur de la tech qui s'est présenté aux primaires républicaines contre Trump. C'était au printemps dernier, il n'a pas duré très longtemps. Le rôle de ces deux hommes sera donc d'alléger massivement la bureaucratie américaine. Et c'est un projet, il faut le reconnaître, extrêmement populaire pour les Américains qui considèrent que la bureaucratie les étouffe. Alors, si je peux me permettre une référence, c'est le choc de simplification de François Hollande en 2024, non ? Exactement, mais on va voir ce que ça donne de l'autre côté de l'Atlantique. Bon alors, mais tout ça, enfin, à part les conseillers de la Maison-Blanche et les fameux czars qui ne sont pas soumis à confirmation, ça demande une confirmation de la part du Sénat. Et ça tombe bien, puisque le Sénat est à majorité républicaine, ils ont au moins 52, voire 53 élus, et donc tout devrait bien se passer pour Trump, non ? Évidemment, Trump ne pourra soumettre ses nominations au Sénat qu'à partir de son investiture. Donc on est déjà fin janvier. Ensuite, il faudra que les sénateurs votent pour confirmer ces personnes, ce qui ne sera pas toujours complètement évident. Et donc pour Trump, tout ça, c'est beaucoup trop long. Il va donc essayer de contourner cette obligation de confirmation par le Sénat. Comment ? Il va demander aux élus du Sénat de l'autoriser à nommer les responsables pendant que le Sénat se mettrait exprès en vacances, en recess, pour une période d'au moins 10 jours. C'est prévu par la Constitution, ça date de l'époque où tout le monde devait venir à cheval à Washington et que ça prenait beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, c'est évidemment une atteinte extrêmement grave à la séparation des pouvoirs. Le fait de demander au Sénat de renoncer à son pouvoir de contrôler les personnes nommées par l'administration. Or, et c'est complètement dingue, les 3 candidats pour prendre le poste de speaker du Sénat... Patron du Sénat. Oui, républicain, puisqu'il y a une majorité républicaine, eh bien, ont déjà accepté cette exigence de la part de Donald Trump. Ça promet en termes de séparation des pouvoirs. Oui, effectivement, la tête commence déjà à tourner. Mais de manière générale, Laurence, est-ce que vous pouvez me dire, toutes ces nominations, à date, qu'est-ce qu'elles vous semblent dessiner pour la politique de Trump, numéro 2 ? Ce qu'elle semble dessiner, c'est une entente entre, d'une part, cet effort conservateur, réactionnaire, porté par la base MAGA et la droite chrétienne derrière Trump. Ça, c'était déjà ce qui se passait pendant le premier mandat. Mais ce qu'on voit en 2024, c'est un ajout à cette première direction idéologique, c'est le ralliement des grandes entreprises, du business, de corporate américain, qui espèrent de cette nouvelle mandature Trump des baisses d'impôts et une immense vague de dérégulation, notamment dans le secteur de la tech et des crypto-monnaies. Et ça, c'est un petit peu la vague portée par Elon Musk, non ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une combinaison conservateur et libertaire derrière Trump. Et cette évolution idéologique entre le premier mandat de Trump et le second mandat de Trump, eh bien, ça m'a rappelé Pierre Milza, un immense historien spécialiste de l'Italie de Mussolini. Il distinguait derrière Mussolini un premier fascisme jusqu'à l'accession au pouvoir au début des années 20, un fascisme qui est alors populiste de gauche, anti-bourgeois, anti-élite, révolutionnaire, on peut même dire nietzschéen, et puis ensuite un second fascisme qui pour le coup est capitaliste et totalement soutenu par le monde des affaires. Vous êtes en train de nous dire que Trump est un fasciste ? Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'il y a un énorme débat là-dessus. On y reviendra peut-être dans un autre épisode. Mais pour dire les choses simplement, il y a des traits illibéraux extrêmement préoccupants. Ça, c'est vrai. Mais on peut pas dire que Trump veut instaurer un parti unique aux États-Unis. On peut pas dire non plus qu'il souhaite un embrigadement des enfants dans des jeunesses trumpistes en uniforme. Donc on est très loin de l'image du fascisme de Mussolini. Eh bien, acceptons-en l'augure, Laurent. C'est une nouvelle qui rassurera certains et qui, pour les autres, j'espère, leur donneront envie d'écouter nos prochains podcasts. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, Laurence. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.